Merci d'être fidèle à nos rendez-vous sur cet espace Sierra Food Forum pour ce deuxième jour de Sierra Lyon, ici à Eurexpo. Les allées se sont bien remplies, ça fait plaisir de voir autant de gens visiter ce Sierra 2023. Nous partageons des réflexions sur la manière dont nous allons nous nourrir demain. Je vous le disais en introduction de cette matinée, le thème est la technoculture. Il y a donc de la technologie, mais aussi du numérique. Et nous allons en parler maintenant. Agriculture et numérique. Comment l'IT passe à table? Réponse à cette question avec Antoine Pulcini, vice-président de la ferme digitale, que je vous demande d'accueillir. Soyez le bienvenu, cher Antoine. Je vous donne un micro. Asseyez-vous. Je trouve que les canapés sont très confortables. On est très bien assis. J'espère que vous êtes aussi bien assis dans l'assistance. Pas sûr. Antoine, vous êtes, je le disais, le vice-président de la ferme digitale, mais vous êtes aussi le président et cofondateur de Promus, et vous venez un peu avec les deux casquettes aujourd'hui. Donc, je vous laisse en deux temps présenter la ferme digitale et Promus. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Antoine Pulcini, vice-président de la ferme digitale. Alors, la ferme digitale, c'est une association de 120 membres, dont 86 startups qui œuvrent dans ce qu'on appelle l'agtech, l'agriculture de demain, avec la nouvelle technologie, avec différents canaux. On a la biotech, on a l'agtech pure, les circuits courts, la captation du carbone et tout ce qui va toucher autour de l'équation économique d'une ferme. Dans ces circuits-là, je représente moi toute la partie aussi circuit court et ce qu'on peut appeler la branche food tech, donc la branche qui va permettre d'avoir une alimentation demain déjà, d'avoir des agriculteurs demain qui seront encore là, avec une part de digital plus importante et une part d'innovation aussi plus importante. Et je représente du coup aussi Promus. Promus, donc c'est une des startups de la ferme digitale, basée à Nantes. Nous sommes un grossiste, donc on achète des produits alimentaires aux producteurs et on les revend à des restaurateurs et des restaurations collectives. Dans ce cadre-là, on est donc le grossiste en circuit court. On se dit grossiste autrement, mais on fait le même métier que nos confrères historiques. Et ce qui nous tient à cœur particulièrement dans ce cadre-là et dans l'action de la ferme digitale, c'est de permettre de conserver un territoire avec des agriculteurs qui font très bien leur métier et qui sont en capacité d'en vivre et de nourrir le territoire au sens large du terme. Alors, quand on s'est parlé pour préparer notre échange ce matin, vous m'avez dit que Promus était là pour reconnecter l'agriculture et la restauration. Et je trouvais intéressant qu'on commence notre échange par ça. Selon vous, je dirais, à quel moment s'est créée cette déconnexion? Je pense qu'on a accéléré l'agriculture de masse. On a accéléré le tout de suite, tout le temps. On est capable d'avoir tout. Vous pouvez avoir des tomates en hiver. Tout le monde sait que la tomate, c'est difficile de la faire pousser naturellement en hiver. Mais pour autant, on la demande. Et on ne se pose plus cette question-là. Avant, on avait tous dans nos familles un lien avec l'agriculture d'une manière ou d'une autre. Un lien avec les bêtes, un lien avec la terre. Ça s'est perdu. Les générations, au fur et à mesure, les ont décalés. Et la compréhension du monde agricole s'est petit à petit effacée et amène aujourd'hui des incompréhensions à la fois chez les riverains, mais aussi dans la capacité de comprendre notre modèle agricole, notre capacité à produire pour demain, l'interaction avec le réchauffement climatique. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un grand nombre de connaître, au-delà des saisons, juste un cycle, un équilibre d'un éleveur qui va avoir une vache. La vache, elle ne se retrouve pas dans vos assiettes sans avoir été au préalablement évidemment abattue, découpée, équilibrée, c'est-à-dire qu'on va consommer différemment la partie avant d'une bête de l'arrière. Enfin, il y a toute cette partie-là qui est moins bien comprise. Et puis, je ne sais pas si vous avez l'habitude de manger des cuisses de poulet, mais quand vous mangez des cuisses de poulet, vous ne mangez pas le poulet. Pour autant, il y a eu un poulet avant. Et on ne fait pas que des cuisses de poulet, ça ne pousse pas dans les champs. Donc là, juste recomprendre en fait ce que c'est finalement que d'acheter une escalope, que d'acheter une cuisse dans la protéine, c'est important en fait d'avoir ce lien-là.
Et nous, on œuvre pour cette reconnexion parce qu'avec Promus, on permet de reproposer des produits directement des agriculteurs à des restaurateurs en leur apportant une information, une transparence, une visibilité totale. Et ça nous tient réellement à cœur de changer cette partie-là. On parle en ce moment donc de numérique et d'agriculture. À quel moment le numérique s'est-il initié dans le monde agricole? Sur le monde agricole en tant que tel, il a commencé assez rapidement avec la technologie d'information et de capteurs pour permettre en fait à l'agriculteur de voir son exploitation de manière différente. Donc on va avoir des capteurs d'hygrométrie, on va avoir des capteurs de météo, on va avoir des choses comme ça qui viennent informer dans un premier temps les éleveurs. Ensuite on va avoir du digital sur ce qu'on appelle la data, c'est-à-dire de comprendre l'interaction des différents éléments qui constituent l'agriculture, le climat, le sol, l'état du sol, les intrants, les bio-intrants demain. Et puis on a basculé de plus en plus vers ce qu'on appelle la biotech, c'est-à-dire de retravailler une nouvelle façon de nourrir les plantes en gardant cette agriculture non pas intensive mais suffisante pour nourrir la planète, parce que la ferme miracle n'existe entre guillemets que dans nos rêves, de se dire on a un petit maraîcher qui va fournir ses 3 carottes, ses 2 courgettes, ses œufs. Si vous commencez à réfléchir à l'échelle de la population, ce n'est pas quelque chose de valable. Donc on aura besoin d'adapter l'agriculture aux enjeux des 10 milliards de personnes sur la planète, aux enjeux du réchauffement climatique. Et le digital a commencé là-dessus avec un domaine très vaste et très large. Et nous, on se réjouit à la ferme digitale d'en être le vecteur de ces innovations. Alors, quels sont les enjeux auxquels, je dirais, l'agriculture doit faire face, l'alimentation, et comment le numérique va pouvoir aider à répondre à ces enjeux-là? Les enjeux, il y a ce qu'on appelle un enjeu de résilience. Alors résilience, c'est devenu un mot un peu à la mode et galvaudé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire s'adapter. S'adapter à demain. Première chose, il faut s'adapter au social. On a laissé l'agriculteur au départ d'une chaîne sans réellement se soucier que c'était le point de départ de la chaîne. Et quand il est au début de la chaîne, il n'a pas la rétribution de ce que toute la chaîne donne. Il y a beaucoup d'actions qui se passent en ce moment avec les lois Egalim, avec les négociations sur les producteurs, mais il faut reconsidérer l'agriculteur comme étant le maillon clé. Si vous prenez le besoin primaire d'un être humain, c'est de manger. Si on oublie celui qui fait manger, celui qui fait et qui produit les produits bruts, déjà c'est compliqué. Donc la première chose dans ces équations-là, il faut permettre d'avoir de la viabilité économique, qui peut découler derrière sur une viabilité évidemment sociale. Le deuxième enjeu, c'est la résilience au niveau climatique. Il faut être en capacité d'adapter ces sols. Il va falloir remettre du vivant dans les sols. Il va falloir repenser quelle terre peut produire quoi demain. Et ça, en fait, on a énormément de modèles informatiques qui peuvent nous aider à recalculer ça plus vite, tout en laissant la nature faire aussi son œuvre. Et c'est là-dessus, à contrario de beaucoup de tech, on va dire, dans le digital, l'agriculture met en œuvre avant tout le vivant et permet d'avoir une réalité à la fois économique, sociale et environnementale grâce à la technologie. Est-ce que le numérique peut aussi être un lien entre le producteur et le consommateur? Est-ce que le numérique peut aider à faire passer des messages, à expliquer comment on produit et peut-être même à initier un certain circuit court, ce dont vous nous parliez, ce côté de proximité? Complètement. Alors, du coup, chez Promus, ce que nous, par exemple, on a développé pour recréer ce lien, évidemment, il y a une partie digitale, une commande pour tous les restaurateurs qui peuvent commander jusqu'à 2 h du matin sur notre plateforme, être livrés à 6 h le jour même. Donc, même dans ce cadre-là, il n'y a pas beaucoup de grossistes qui réussissent à le faire. Et nous, on le fait avec des producteurs en direct. On connecte, en gros, il y a un producteur pour 2 restaurants en équivalent. Donc ça, on a une réalité de gamme en circuit court, on a la capacité de le faire. Et là, le digital vient nous aider à connecter ces deux mondes, à faire ce qu'on appelle une supply chain, une logistique différente. Et moi, je crois beaucoup dans la capacité du digital à reconnecter aussi l'information et l'éducation. Il faut qu'on redonne en fait au consommateur la réalité de ce qu'il y a dans son assiette. Chez Promus, on a développé des informations à table. Quand vous mangez dans un restaurant qui est livré par Promus, vous avez la liste complète des produits et des producteurs qui sont dans votre assiette de manière très simple. Vous pouvez rentrer en contact avec les producteurs. On ne les masque pas, au contraire, on vient expliquer leur travail, on vient expliquer leurs engagements pour une agriculture régénératrice, pour une agriculture de demain. Et ça, c'est un enjeu aussi qui est pour nous fondamental dans le numérique, c'est d'accélérer cette reconnexion en disant, voilà, rentrez en contact, connaissez les gens qui font ce que vous avez dans l'assiette,
qui ne sont pas que ceux qui plantent une carotte, qui ne sont pas que ceux qui vont avoir une distribution de cette carotte, mais bien ceux qui sont au départ. Et pour moi, c'est fondamental qu'on se reparle aussi grâce à ces informations-là. Hier, on a déjà évoqué ce thème du gaspillage qui est omniprésent à la fois, je dirais, oui, dès la production jusqu'à la distribution finale, jusqu'au consommateur. Il y en a beaucoup. Est-ce que le numérique peut, là encore, être une solution pour peut-être éliminer une partie de ce gaspillage existant? Complètement. L'enjeu sur le gaspillage, c'est l'enjeu de calculer son stock. C'est l'enjeu de calculer son besoin. Vous savez qu'il y a 40% aujourd'hui de la production qui est gaspillée, en gros. Donc, dans une équation de nourriture à l'échelle de 10 milliards, il va falloir qu'on le travaille de manière hyper forte. Ça la consomme des ressources et de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne veut plus. Le numérique, là-dedans, peut permettre vraiment d'échanger sur qu'est-ce qu'il y a dans les stocks des agriculteurs, quels sont les besoins des restaurateurs pour nous. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apporter très peu de stock chez le restaurateur, très peu de stock chez nous dans des chambres froides. On n'a quasiment pas de stock. On recrée un flux tendu, et ce flux tendu est possible grâce au digital, parce qu'il permet ce qu'on appelle une supply chain, une logistique différente, une logistique courte et une logistique sans intermédiaire qui réduit complètement le gaspillage, parce que vous n'avez pas besoin en fait de vous sécuriser sur tous vos interfaces, sur vos stocks. Clairement, il faudra qu'il y ait aussi chez nos clients, dans nos consommations, une réflexion sur notre besoin. Parce que plus on veut consommer tout le temps, à n'importe quel moment, plus on est obligé de gérer ses stocks, plus on est obligé d'anticiper. Et c'est ça qui crée derrière aussi des difficultés à avoir une nourriture qui reste saine, et donc on jette. Le digital, j'imagine, peut aussi avoir ce biais informatif, ce biais éducatif, parce que ce que vous venez de dire est absolument juste. On mange et on nous pousse à manger de tout et tout le temps, alors qu'on comprend, et surtout sur ce salon, et depuis hier et le début de nos échanges, qu'il faut s'adapter à ce que notre environnement nous propose de manger, et non pas aller chercher, surtout hors saison, des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Le digital, c'est cet outil-là aussi, c'est de faire passer un message, c'est d'expliquer, c'est d'éduquer. C'est de montrer en fait cette réalité. Je vous parlais des poulets, c'est important de comprendre, même pour un restaurateur, la consommation d'un menu du jour sur un poulet, ce que ça veut dire. Je prends un exemple aussi sur des pièces très spécifiques. Vous prenez des riz de veau par exemple, c'est une pièce tout petite sur un veau. Il faut à la base un veau pour avoir un riz de veau. Donc ça veut dire que si vous consommez 2% de la bête, qu'est-ce qu'on fait du reste ? Et dans ces équilibres matières-là, effectivement, le digital vient soit apporter de l'information en vous disant voilà ce que vous avez consommé. Nous, on fait ces bilans-là. On montre chez Promus, voilà, vous avez consommé tant de pourcents aussi de l'animal. Ce n'est pas forcément toujours bien compris et toujours bien entendu, sincèrement, parce qu'en fait, ça amène un biais d'usage, un biais de consommation. Mais finalement, quand on commence à avoir cette réflexion, qu'on commence à se poser les questions, on voit ces menus du jour de manière différente. On réutilise une partie de ce qu'on n'a pas consommé la veille, le lendemain, dans une autre forme. Et on revient en fait à ce qu'on faisait avant, où on n'avait pas cette capacité de toujours avoir tout ce qu'on voulait. On avait une bête, elle était découpée, on avait les différentes parties, on les cuisinait telles qu'elles étaient. Et cette informatique, cette data montre aussi à nos clients aujourd'hui voilà, la réalité de ce qui est consommé et la manière et la capacité de faire différemment. Comment est-ce qu'on pourrait faire changer ça, justement? Comment est-ce que le numérique peut faire changer ça? Comment est-ce qu'on arrive à inverser cette tendance et à faire comprendre effectivement que une bête, c'est beaucoup de pièces et qu'on ne peut pas toujours manger la même chose? La première brique reste l'éducation. Il faut éduquer grâce au numérique, soit éduquer parce qu'on fait du reporting, entre guillemets, donc des informations après avoir consommé, soit on informe grâce à l'information de ce qu'on a en stock, du produit disponible du moment et la capacité de le commander. Et c'est là en fait que le numérique vient avoir une valeur forte et fondamentale. Parce que le numérique, ou la data, ou tout ce qu'on peut mettre derrière le digital, permet quand même de connecter à un instant T la capacité disponible. Donc de savoir qu'on a eu une bonne récolte, on n'a pas eu une bonne récolte, on a eu la bonne capacité d'abattage, on n'a pas eu la bonne capacité d'abattage. C'est très vrai sur la pêche, ce qu'on est capable d'avoir sur les criées à un instant T. Tout ça fait que le numérique va nous amener une volumétrie à consommer immédiatement, et à nous derrière de nous adapter en fonction de ce qu'il y a pour une cuisine qui sera toujours une cuisine saine, de saison et variée. Et ça fonctionnera grâce à ça aussi. Mais l'éducation est clé. Si en tant que consommateur, on ne se pose pas la question de ce qu'on mange et qu'on ne pose pas la question de où c'est venu, de la traçabilité, de l'origine,
Si on ne peut pas aller chercher ces informations-là et qu'on ne les demande pas régulièrement, en fait, on ne changera pas grand-chose. Tous les efforts qu'il y a à faire, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de s'enrichir, de comprendre pour que derrière les choix soient éduqués et éclairés. Et le digital, là-dedans, à la fois, il vient donner de l'information, mais comme il vient donner cette réalité du juste à temps et cette capacité du juste à temps, on est beaucoup plus en accord et en phase avec ce que la nature produit maintenant. C'est vraiment cette création de lien entre le consommateur et le producteur, en fait, pour finalement essayer de gérer au mieux la production et la consommation. L'information, elle est clé pour anticiper toutes les opérations, parce que partir d'un champ, là aussi, ce n'est pas l'agriculteur qui prend son vélo, qui met ses carottes dans une cagette, qui met 200 d'eau et puis qui part livrer. Ça, ce n'est pas possible. Et plus on demandera aux agriculteurs de sortir de leur champ et de leur ferme pour faire cette livraison, faire ce marketing, faire ce commercial, plus on va réduire aussi la production en même temps. Donc il faut ces circuits d'information, il faut cette capacité d'anticipation qui permet d'anticiper la logistique, de la massifier. La massifier, ça veut dire qu'on prend un camion le plus gros possible pour mettre un maximum de choses, parce que c'est le meilleur bilan carbone. C'est la meilleure façon d'avoir un ratio d'émissions de carbone au kilo transporté, c'est de massifier, d'avoir beaucoup de volume dans un plus gros camion. Après, évidemment, on peut avoir des vélos, on peut avoir beaucoup de choses comme ça. Mais il faut quand même se dire que les flux échangés en logistique sont massifs. Et l'information, la data, l'anticipation permet de réduire cette émission de carbone également, parce qu'on a le bon volume à transporter au bon moment. On pourrait imaginer une mutualisation justement via cette collection de data et via la mise en relation je dirais, d'agriculteurs dans un même bassin de production pour arriver à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on remplit un gros camion, du coup c'est quand même plus avantageux que d'avoir plein de petits moyens de transport. Ça pourrait se mettre en place, les gens arriveraient à se caler les uns avec les autres. Alors nous, chez Promus, c'est l'histoire de Promus, c'est la question, parce qu'on a commencé comme ça, on a commencé en mettant des points de collecte, c'est-à-dire qu'on regroupait des agriculteurs sur une zone pour avoir cette massification et ce volume complet. C'est pas encore, je pense, suffisamment clair dans la tête des acteurs de cette massification, les acteurs amont, c'est-à-dire les agriculteurs, pour le faire, parce que ça demande énormément de contraintes. Et aujourd'hui, les agriculteurs qui sont en capacité de faire ces volumes ont déjà des moyens en fait, pour livrer aux bons endroits. Donc il y a des acteurs qui se mettent en place comme ça et qui font de la co-livraison, qui permettent de regrouper des agriculteurs dans un même camion. Donc ça existe. Je pense que ça restera à une échelle du local, du territoire. Mais pour le coup, nous, c'est le pari qu'on prend avec Promus de devenir grossiste. Et grossiste, ça veut vraiment dire on achète aux producteurs et on revend à des restaurateurs en créant cette massification et en l'ingérant nous. Parce qu'on croit beaucoup à la capacité d'anticipation en partant de la demande, non pas de l'offre. Et en partant de ce que les restaurants ont besoin, en leur expliquant ce qu'il y a de disponible, on est beaucoup plus capable d'organiser et de maîtriser nos coûts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait partie des entreprises rentables dans le monde de la food tech sur nos livraisons et sur notre organisation, parce que justement, on a pensé avant tout la logistique, la massification, la consolidation, en même temps que la transparence et le digital. Après, est-ce que vous pensez que le digital pourrait aussi porter, on a reçu tout à l'heure la lauréate du prix Sira Future Food, l'une des lauréates dans la catégorie agriculture, qui est venue nous présenter un projet de micro-ferme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériel, cultivent avec des petits outils, cultivent avec leurs mains, ils créent leurs semences et ils ont même créé une école pour faire passer ce message. Et du coup, je me dis qu'effectivement, la digitalisation leur permet un lien direct avec qui voudrait bien venir acheter leurs légumes, acheter des semences pour soit les planter dans son jardin ou reproduire leur modèle. C'est clé de revenir à des modèles où on comprend ce que la Terre donne et l'équation de ce qu'on met à l'intérieur de la Terre et ce qu'elle est capable de nous donner. Parce que c'est ce qu'on a en premier perdu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des champs où on a des grosses mottes de terre. Si vous les cassez, vous allez trouver peu de vers de terre. Et le ver de terre, il est quand même nécessaire pour faire pousser sa plante. C'est pour ça qu'on est revenu à une chimie plus qu'à une réalité de la terre et du sol. Là-dedans, ces micro-fermes vont faire des jeunes pousses qui vont demain devenir plus grosses, qui vont demain embarquer des exemples. À la ferme digitale, on a plein d'actions là-dessus aussi sur des structures qui permettent la transmission agricole. C'est un des enjeux clés. Il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. Elles vont devenir quoi, leur ferme? Il va falloir le transmettre. Il va falloir récupérer. Si toutes les fermes sont massifiées, c'est-à-dire que c'est les plus gros qui mangent les plus gros qui mangent les plus gros,
je ne sais pas si on résout vraiment notre problème, parce qu'on va rester dans des focus uniquement productivité immédiate, alors qu'on a un besoin de repenser l'équation du climat, du sol, de la terre et de la rémunération de l'agriculteur. Et il y a plein de nouveaux modèles, grâce à la data aussi, qui utilisent la data pour faire du financement. À la ferme digitale, on a plein d'exemples là-dessus. Et ces organisations-là permettent de recréer un lien différent. Là où ce sera plus difficile, c'est sur les protéines, et c'est sur les protéines animales notamment, où on a besoin de repenser un modèle d'organisation de cheptel, de ferme. Ce qu'on fait chez Promus, c'est qu'on essaye de créer ces organisations d'éleveurs qui nous permettent de récupérer et d'acheter leurs bêtes au départ pour les rémunérer justement et les amener au bon prix. On reste sur des prix de marché aux restaurateurs et reprendre ce lien direct à la ferme. Donc on peut être optimiste pour l'avenir et se dire qu'on va réussir à conserver ce modèle plus vertueux que cette massification dont vous venez de nous parler. Elle est nécessaire, l'optimisme est de base, mais il est nécessaire et je pense oui qu'il y a énormément de jeunes qui se posent des questions sur les reprises d'agriculteurs, il y a énormément de volonté de faire différemment en agriculture, donc je pense qu'on aura des belles histoires qui vont arriver, ça reste long, mais je veux réinsister sur un message, c'est le consommateur qui décide à la fin. Et si le consommateur ne se renseigne pas et ne s'éduque pas à ça et ne se pose pas la question de ce qu'il a dans l'assiette, le changement sera plus long. Il s'opérera, mais il sera peut-être plus contraint que ce qu'on pourrait imaginer si nous, consommateurs, on se pose les bonnes questions. Merci beaucoup Antoine Pulcini. Avant de vous libérer, on va proposer au public présent de vous poser des questions. Est-ce que vous auriez une question? Absolument, au milieu, on va vous apporter un micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour. Bonjour. Parlez bien près du micro. Alors, merci pour l'intervention. Moi, je voulais savoir si, à l'échelle d'un consommateur, quand je vous entends parler des compétences de Promus, notamment en logistique, en data, pour être un grossiste agile à une échelle locale entre des producteurs et des restaurateurs, est-ce que c'est un rêve d'imaginer même que ça puisse être entre des producteurs et des consommateurs directement? Est-ce que c'est trop petit comme échelle, donc c'est trop compliqué, ça génère trop de complexité et trop de petits flux logistiques, ou est-ce qu'on peut en rêver? C'est un modèle qui aujourd'hui, sur le circuit court, vraiment ce qu'on appelle direct consommateur, existe avec la ruche qui dit oui, avec des AMAP, avec plein de modèles. La difficulté première du circuit direct consommateur, c'est quelle exploitation en taille on met en face de quel bassin de consommation en nombre de consommateurs. C'est ça qu'il faut arriver vraiment à comprendre. C'est une règle de 3 à la fin. C'est que, encore une fois, quand on va acheter à la ferme et quand on va acheter ce qu'on dit local, on va avoir que quelques produits. L'agriculteur, des fois, s'organise avec ses confrères pour avoir, lui, son poulet, ses œufs, etc. Ça, c'est vraiment très bien. Il y a une histoire de prix. Souvent, les prix sont plus chers aussi. Mais au global, on a ces organisations-là. La question de fond demain, c'est quelle part de l'alimentation on met dans le budget de nos ménages. La question de l'achat est clé et primordiale. Il faut qu'on réapprenne le coût net des choses. Ces initiatives-là, dans les champs, dans les campagnes existent, dans les villes existent de plus en plus. Il faut les porter, il faut les soutenir. À grande échelle, on voit qu'il y a un plafond de verre quelque part qui ne dépasse pas les 10-15%, qui sont liés intrinsèquement à l'organisation des fermes qui vendent. Parce que quand vous avez 600 hectares de salade, en sortir 3, c'est compliqué. Et on ne peut pas le faire. Il faut équilibrer ça. Donc, il y aura des acteurs d'une certaine taille, d'une certaine capacité qui seront capables de le faire. Il y a des agriculteurs qui se mettent là-dedans et qui le font très bien, avec des organisations à nouveau digitales là-dessus. Et demain, il va y en avoir de plus en plus, c'est sûr. Le local, il faut y faire attention parce que le local, tout ne peut pas pousser partout et tout ne poussera plus partout. On a cassé pas mal de systèmes de production quand même là-dessus sur le sol, donc il va falloir s'adapter à ça. Et le local, la définition du 80, 100 km, 120 km, personne ne sait vraiment la définir. Nous, ce qu'on a choisi, c'est Promus, c'est de dire qu'on amène le produit le plus local possible. Mais sur de la protéine animale, par exemple, c'est très compliqué. Ça va partir dans des abattoirs, il va falloir avoir des structures organisées, etc. Donc sur le consommateur final, il faut encore une fois se renseigner, il faut voir les initiatives. Et plus il y aura de masse, et plus les prix seront cohérents. Merci beaucoup Antoine Pulcini. Est-ce que vous avez un endroit dans le salon où on peut vous retrouver si on veut échanger avec vous? Avec grand plaisir. On est 7E35, donc au hall 7. Et on partage un stand avec les grappes qui sont
aussi à la ferme digitale, et c'est les vignerons en circuit court. Donc voilà, on partage ces valeurs de direct producteur ensemble, d'un côté le vin et de l'autre côté les aliments. Un grand merci, Antoine Pulcini, vice-président de la ferme digitale, d'être venu avec nous pour échanger sur l'IT dans nos assiettes, sur le numérique et l'agriculture. Vous êtes aussi, je le rappelle, donc cofondateur et président de Promus. Dans un instant, 12h45, d'ici un petit quart d'heure, on va se retrouver juste à côté, à la cuisine de cet espace Sierra Food Forum, ici sur Sierra Lyon, avec Nicolas Carreau, venu du Finistère Nord de Carantec, où il est le chef de l'hôtel de Carantec, étoilé Michelin, et nous parlerons avec lui de gastronomie et d'éco-responsabilité.